Bonjour tout le monde, et bienvenue dans un nouvel épisode de A priori sur les ondes de Chiz 94.3. Aujourd'hui, je suis accompagné de Caroline Viel qui va nous parler du procès de O.J. Simpson. Salut Caroline. Allô? Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ah, ça va bien, merci. Je suis excité de pouvoir parler de ce sujet qui est vraiment intéressant pour son aspect juridique. Je pense que ça va pouvoir vraiment intéresser les étudiants du BIAPRI, justement, parce qu'on étudie le droit. Donc, pour commencer, pourrais-tu nous faire une petite introduction avec qui es-tu? Pourquoi ça t'intéresse autant au procès de O.J. Simpson? Moi, en fait, je suis une biapriste de première année et je m'intéresse, en fait, au cas de O.J. Simpson depuis à peu près 3 ans. C'est vraiment ce cas-là en particulier qui a piqué ma curiosité pour le domaine du droit. C'est un cas qui est assez connu, puis il a été médiatisé, en fait. Là. C'est pour ça qu'il est connu surtout pour avoir été le procès des années 90, le procès de la décennie, de par sa popularité. On parle ici, en fait, d'une célébrité, d'un ancien joueur de football très, très connu aux États-Unis qui avait été accusé du meurtre de sa femme. Donc, ça a vraiment choqué la population américaine au grand complet et même une certaine partie du monde, là, vu que c'est une célébrité, mais même pas juste aux États-Unis, mais en dehors, en plus. Donc. OK, donc pour rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu nous faire un petit historique de cette situation-là pour qu'on puisse avoir tout comme les mêmes bases pour tout ça comprendre? Oui, ben c'est ça, certainement. Donc, c'est vraiment, en fait, quelqu'un, O.J. Simpson, qui était hyper connu, adoré du public surtout. C'était quelqu'un qui avait un très grand charisme, je dirais. C'était vraiment... il était adoré de, en fait, toutes les classes sociales, autant des Blancs, des Noirs. Vraiment, il rassemblait une grande partie de la population parce que, justement, c'était quelqu'un qui a brisé des records dans le domaine du football. Il courait extrêmement vite. Je suis pas une professionnelle de sport, clairement, mais il est vraiment connu, en fait, pour les exploits qu'il a Donc, fait. un athlète professionnel connu mondialement. Exactement. Puis par la suite, en fait, quand il a pris sa retraite, il est devenu un acteur. Donc, encore là, il est resté dans l'œil du public. Okay. Il a aussi fait des grands partenariats avec des compagnies. Donc, il a fait beaucoup de publicité. Donc, il a vraiment été connu tout au long de sa vie. Mais cette célébrité-là a un peu pris fin ou, en fait, atteint pas mal son apogée lorsqu'il a été accusé du meurtre de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, en 1994. Donc, ça a vraiment là, choqué les États-Unis au grand complet. Ça les a pris par surprise. Mais surtout, comme je vais vous en parler par la suite, ça a vraiment choqué plus particulièrement la population afro-américaine de la Californie. C'était vraiment comme si on pointait du doigt cette communauté-là puis on voulait s'en prendre à elle et non seulement à O.J. Simpson en soi. Okay, donc, O.J. Simpson représentait vraiment plus que lui-même. Là. C'était la communauté afro-américaine. Exactement. Tu sais, aux yeux de la population afro-américaine, c'était quelqu'un de très, très important. Mais en soi, lorsqu'on prend un pas de recul, on comprend qu'O.J. Simpson, c'était pas quelqu'un qui s'identifiait vraiment avec le Civil Rights Movement dans les années, en fait, je dirais 60 à 90 aux États-Unis. Tu sais, c'était pas un acteur comme qu'on pourrait qualifier, exemple, Martin Luther King ou des personnages de ce genre. C'était plutôt quelqu'un qui se traînait avec des hommes riches, blancs, comme il était pas défini vraiment par la couleur de sa peau, mais plutôt par la personne qu'il était. La phrase qui est souvent retenue, puis que Jay-Z a dit dans une de ses chansons, il disait souvent « I'm not black, I'm O.J. » Donc, c'est vraiment, il s'associait pas avec sa couleur de peau. Puis dans le procès, là, ils ont vraiment éliminé cette partie-là de sa personnalité pour mettre l'accent sur le contexte racial, ce qui a éventuellement mené au résultat qu'on connaît aujourd'hui là, du procès. Donc, on a une personne qui s'identifie pas, qui est dans le comme sa couleur, mais, c'est ça, ouais. Mais qui représente la communauté afro-américaine pareil. Ces personnes-là s'identifient à O.J. vraiment. OK. Même si dans ses agissements, il ne représente pas ces personnes-là étaient pour lui. Ouais. OK. Quand même, c'est spécial comme situation. Mais... Oui. Ben, en fait, ça s'explique aussi notamment parce qu'au début, quand il a été recruté là, dans les grandes universités américaines pour jouer au football, justement, c'était un des premiers Afro-Américains, c'est qui était justement, puis il sautait aux yeux des personnes tellement qu'il avait du talent, puis il a vraiment été repêché, mais par la suite, quand il est entré dans la NFL, ben là, c'était vraiment, il est entouré de beaucoup de personnes blanches, puis comme resté dans cet environnement-là, tu sais, même dans les quartiers de la Californie qu'il a habité, c'était pas des quartiers qui étaient vraiment peuplés de beaucoup d'Afro-Américains. C'était plutôt, à cette époque-là, c'est plutôt élitiste.
Donc, il était vraiment détaché un peu de sa couleur de peau, mais c'était vraiment, justement, c'est pas mal au cœur de l'enjeu là, du procès d'O.J. Simpson, vraiment, le contexte racial. Il était comme dans la gang des Blancs, même s'il était pas blanc, genre. OK. Donc, c'est ça, là, on parlait des tensions raciales qu'il y avait à l'époque. Tu pourrais-tu nous en parler un petit peu plus en détail? Tu avais parlé des civil rights. Des civil rights movement, oui. En fait, vraiment, ça, c'est un mouvement des droits civils pour les Afro-Américains qui a pris forme au courant des années 60, quand il y avait la ségrégation raciale. Puis ça s'est poursuivi là, au fil des années. Mais qu'est-ce qui est vraiment à retenir là, dans le contexte racial qui a mené vraiment au climat un peu qui s'est dégagé dans le procès d'O.J. Simpson, c'est le cas de Rodney King en 92. En fait, lui, c'est un Afro-Américain qui a été arrêté pour un excès de vitesse. Un simple excès de vitesse, là. Puis il s'est fait arrêter par les policiers à ce moment-là. Ceux-ci, par contre, l'ont abattu à coups de bâton de baseball assez gravement. Ouais. Et ça a fait que Rodney King a pratiquement frôlé la mort. Évidemment, ça s'est ramassé en justice. Ça a fait un procès. Et les policiers ont été acquittés. Donc, ce jugement-là, qui a vraiment pris la population afro-américaine par surprise, les a tellement choqués que ça a mené à d'importantes émeutes dans les rues de Los Angeles pendant près d'une semaine, que les voitures ne pouvaient plus circuler, il y avait du feu partout. Le monde était révolté vraiment, notamment à cause du centre de police, le LAPD, qui avait mal fait son travail là-dedans. Mais aussi les injustices, l'accumulation des injustices qui étaient faites à l'égard là, de la population afro-américaine. Donc ça s'appelait les LA Riots. Ça a vraiment là, posé un climat de tension entre la population afro-américaine et le LAPD à ce moment-là, dans les années 90. C'est un peu dans le style de qu'est-ce qui s'est passé avec George Floyd. Genre? Exactement, ça peut vraiment être comparable à ça. Oui, exactement. C'est fou parce que c'était là, 50 ans, puis ça n'a pas changé. Hein? Genre, vraiment, c'est encore pareil. Ça s'est répété encore, là, c'est ça, 30 ans après, puis c'est vraiment là... on dirait que c'est encore des injustices qui se perpétuent, mais c'était comme vraiment une accumulation là, du mécontentement de cette communauté-là. Parce que justement, il était mal représenté en justice et même s'il se défendait adéquatement, mais c'était tout le temps la police, en fait, l'État qui gagnait finalement, là, peu importe le type d'offense qui avait été commise. Est-ce que tu sais si c'était surtout le LAPD qui était de même? Est-ce que c'était généralisé à travers les États-Unis? C'est sûr que, en fait, au niveau des injustices commises à l'égard des Afro-Américains, c'était pas mal à grandeur des États-Unis. C'était pas seulement le LAPD, mais comme on va en parler par la suite, là, le LAPD était connu aussi. Il y avait il était un peu traité d'incompétent là, par une bonne partie de la population californienne, mais aussi du fait qu'il défendait les célébrités. Avant tout. Okay. Ça, par contre, c'est vraiment propre à eux et non au reste des États-Unis, vu qu'il y avait vraiment une grande densité de célébrités, en fait. Puis encore aujourd'hui, c'est le cas dans Los Angeles. Exactement, oui. Et donc, les policiers étaient amis avec les célébrités. Les célébrités, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Une belle... des gentils policiers. Hein? C'est le fun. Donc, pour rentrer encore un petit peu plus dans le vif du sujet, là, pour placer les bases, là, O.J. Simpson, avant de tuer sa femme, est-ce qu'il y avait une historique de violence conjugale avant? Est-ce que c'est sorti de nulle part? Est-ce que c'est une accumulation de sa relation avec sa femme? Est-ce que tu as des informations là-dessus? Oui, ça, c'est vraiment intéressant. En fait, Nicole Brown Simpson et O.J. ont sorti ensemble pendant vraiment longtemps. Ils ont été mariés, ils ont 2 enfants. Faut savoir que dès le début de leur relation, O.J. Simpson venait de prendre sa retraite du domaine du football, en fait. Il y avait à peu près, là, vers la fin trentaine, et Nicole Brown Simpson avait seulement 18 ans. OK. Donc, déjà là, on dirait qu'il y avait une espèce de... justement, là, une supériorité là, de la part de O.J. là, dans la relation, parce que, justement, dû à l'âge... à la différence d'âge entre les 2 personnes. Donc, ils ont commencé à sortir ensemble en 1977. Ils se sont mariés en 85. Et entre ce moment-là, ça se passait relativement bien. C'est sûr qu'il y a eu quelques petits accrochages. Déjà là, en fait, c'est bien à mentionner que dès leur première date, il y a comme eu... je pense qu'il avait déchiré son pantalon ou quelque chose du genre. C'était assez intense, mais elle a comme vraiment passé par-dessus. Puis, un peu aveuglée par l'amour, elle a continué dans la relation. Notamment à sa fête de 19 ans, c'était comme la première fois qu'il y a comme une altercation entre les deux. Elle avait un œil au bord noir. Ça faisait comme 1 an qu'ils sortaient ensemble seulement. Mais après ça, ils se sont quand même mariés.
Vraiment, la première dispute là, qui a mené, on pense là, vraiment aux événements du 12 juin 1994, c'est une dispute qui est survenue au jour de l'an en 1989. En fait, c'est pendant la nuit. Il y a eu un appel au 911 et quand les policiers sont arrivés, ils ont vu Nicole Brown Simpson sortir des buissons avec seulement là, des sous-vêtements puis des pantalons de jogging qui avaient super froid, qui étaient là, visiblement blessés au visage. Puis finalement, pour la première fois, elle a porté plainte contre son mari, O.J. Simpson, à cause qu'il l'avait battue. Donc ça l'a vraiment ça a vraiment choqué en fait. Donc, ça n'a pas été tant médiatisé comme partie, mais il y a encore l'appel du 911 qui est disponible. Si je fais des bonnes recherches là, sur les réseaux, c'était assez impressionnant, là, puis c'est assez frappant, je dirais. Est-ce que c'est sa femme qui a appelé le 911 ou c'est quelqu'un qui l'a vu? C'est elle qui a appelé le 911, mais c'était pendant la dispute, fait qu'elle n'a pas pu parler vraiment. T'sais, il entendait juste des bruits de quelqu'un qui se faisait frapper. Donc, ils sont intervenus sur les lieux. Et ben là, c'était pendant la nuit. Fait que les deux étaient comme en pyjama. Fait que là, le policier est allé voir O.J. Simpson. Ils ont dit, voulez-vous, monsieur, aller vous rhabiller, puis on va vous emmener au poste de police. Évidemment, il s'est sauvé. Fait que ça n'a pas mené à grand-chose de ce côté-là. Mais lorsque les policiers sont revenus au centre, là, ils ont dit, est-ce qu'il y avait déjà un historique? Parce que quand ils sont arrivés sur les lieux, autant O.J. que Nicole disaient que ça faisait comme 7 fois qu'il avait appelé la police, qu'il n'avait jamais rien fait. Personne n'a jamais ouvert la bouche, rien dit. Parce que justement, comme j'ai parlé tantôt, le LAPD était connu pour protéger les célébrités. Imagine-toi donc que O.J. Simpson invitait la plupart des policiers à des parties piscines. Donc, c'était vraiment, là, évidemment, il n'allait pas... Donc, déjà là... Il n'allait pas vendre O.J. Simpson du fait qu'il était invité à sa maison. C'est comme un gros domaine, là. Il voulait pas perdre ce privilège-là. Fait que ça, vraiment, ça part bien. C'est fou. Tu veux qu'on s'aille au party d'O.J.? Non, c'est ça, exactement. Cool, ça... Je vais pas, tout le monde n'a pas les bonnes priorités, mais ouais. Puis, finalement, en 93, c'était un an après le divorce de Nicole et O.J. O.J. s'est pointé à la maison de Nicole Brown Simpson et a vraiment il a essayé de rentrer par infraction dans la maison. Il tapait dans la fenêtre, il a tout essayé de faire parce que vu qu'elle était en compagnie de son petit chum de l'époque et vraiment dans un élan de jalousie, il a comme vraiment il a essayé de défoncer la porte, il y a rien qu'il n'a pas essayé de faire. Puis là aussi, un appel au 911 qui a été fait. On l'a encore disponible sur Internet. C'est vraiment, on voit que c'est une femme qui a hyper peur. Puis à plusieurs reprises, elle dit, je pense qu'il va me tuer un jour. C'est vraiment, c'est vraiment frappant. Mais ouais, donc c'est la dernière dispute qu'il y a eu un appel au 911 en 93, un an avant son décès. Tu dis, dans le fond, ils habitaient pas ensemble, t'es séparés? Non, c'est ça, en fait. Ils se sont mariés là, en 85 et ils ont eu un divorce là, en 92. Mais entre-temps, ils sortaient ensemble de temps à autre, mais c'était rien de sérieux. Ils étaient vraiment divorcés, donc ils habitaient plus ensemble à ce moment-là. Okay, comme quand on dit qu'il a tué sa femme, dans le fond, c'était plus sa femme quand il l'a tué. Ouais, c'est ça, c'était son ex-femme. Pour clarifier les choses. Mais, ouais. Mais vraiment, c'est comme tout le monde les associait ensemble, donc c'était comme si c'était encore sa femme. Lui, il était vraiment en amour encore avec, puis c'est ça. On n'était pas capable de différencier les deux. C'était un couple qui était connu, qui était célèbre. Fait que c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il parle de comme si c'était la femme d'O.J., mais en fait, c'est son ex-femme. Donc, même sur la scène publique, on les associe encore ensemble, même s'ils n'étaient plus ensemble. Exactement. C'est comme si on associait encore Justin Trudeau avec Sophie Grégoire, même si ils sortaient ensemble. C'est ça, ça ferait pas de sens. Là, ouais. Mais, OK, c'est quand même assez spécial de savoir ça. Ça arrive pas souvent, je pense, que dans les médias qu'on... Mais tu sais, ils ont quand même été ensemble pendant, je crois, 17 ans. C'est quand même une grosse relation. Là. Ils ont été ensemble pendant environ la moitié de sa vie à Nicole Brown Simpson, donc c'est important. Là. C'est vrai. Ouais, tu sais, vu qu'elle était vraiment jeune, mais ouais. Donc, il y avait aussi un épisode qui s'appelle le Bronco Chase. Oui. Tu pourrais-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, certainement. Pour que le monde puisse savoir c'est quoi? Ça, en fait, c'est surtout le pourquoi que c'est un cas qui est aussi connu puis que les gens s'en rappellent. Ça, en fait, la Bronco Chase, c'est lorsque O.J. Simpson a pris la fugue suite à son accusation là, du meurtre de Nicole Brown Simpson. Ah non, c'est un autre. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça s'est passé le 17 juin 1994. À l'époque, encore une fois, vu que c'était une célébrité, il y avait une espèce de privilège qui s'était installé entre le LAPD et O.J. Simpson. Donc, ils ont dit, on va venir vous arrêter
à une certaine heure. Comme si c'était un rendez-vous, mettons. C'est vraiment Ok, comme si c'était un rendez-vous chez le médecin. Donc, à 11h, on va venir vous chercher. Soyez prêts, soyez... Ça, ce qui est assez particulier. Ça peut arriver souvent. C'est ça, exactement. Donc, à ce moment-là, cette journée-là, en fait, le matin, avant que la police vienne le chercher, O.J. avait vraiment, là, il était dans un mauvais état d'esprit, vraiment dans des pensées suicidaires. À cette époque-là, il habitait chez un de ses avocats, qui est Robert Kardashian, qui est connu comme étant le père des fameuses Kardashian encore aujourd'hui. Donc, il habitait chez lui, puis il se sentait vraiment pas bien, puis là, justement, des grosses pensées suicidaires, puis il s'enfermait dans certaines pièces, puis il voulait vraiment pas. Et puis, finalement, il était supposé se livrer à 11h. Ça s'est jamais fait. Donc, la police a fait une conférence de presse pour annoncer qu'il était supposé se présenter. Ça s'est jamais fait. Et donc, c'est un fugitif de la loi et que la police cherche activement pour lui. C'est comme une chasse à l'homme. Là, tout le monde est capoté. Une chasse à l'homme, entre guillemets, parce qu'ils ont comme fait exprès pour qu'il puisse s'en aller. Ouais, mais c'est ça. On lui a dit qu'on allait être là à cette heure-là. C'est plate, il est pas là. On s'y attendait un peu. Mais à ce moment-là, les gens savaient vraiment pas il était où. En fait, il était parti avec son ami d'enfance, un de ses très bons amis, AC Cowlings, qui s'appelait. Donc, ils ont pris la fuite avec la Bronco, là, la voiture de O.J. Simpson. Et parenthèse, là, c'était vraiment une voiture assez populaire à l'époque. Et c'est comme une coïncidence que en 95, ils ont arrêté d'en produire, et ce, jusqu'en 2020. OK. Fait qu'en tout cas, y a-t-il un rapport avec ça, vu que c'était en 94? Ils l'ont jamais dit officiellement, mais tu sais, ça allait comme donner une certaine publicité là, à la voiture, mais négative, je dirais, vu que justement, ça a été une poursuite policière qui a été là, suivie pendant toute une soirée au complet. Ça s'est passé un vendredi soir, donc ça a été visionné, là, si je me rappelle bien, par 95 millions de foyers américains. C'est plus de visionnement que le Super Bowl de cette année-là. Pour donner une idée, là, tout le monde était rivé devant leur télévision. Les ventes de pizza ont augmenté. C'était comme... Aïe, aïe. C'est pas drôle. Mais c'est ça exactement. Donc, tout le focus était sur la Bronco, spécifiquement. Puis ils ont finalement là, réussi à trouver la Bronco qui roulait sur l'autoroute. Ça a duré à peu près 1h30. Mais puis les gens, ils pensaient vraiment que ça allait vite. Mais finalement, non. Il allait peut-être là, à 70 km/h, O.J. Donc, mais en fait, c'est son ami AC qui conduisait la voiture. O.J. était sur la banquette en arrière. Et on voit les images là, sur Internet, là, les vidéos. Je pense qu'il y a à peu près une dizaine de voitures de police qui suivent O.J. Simpson. Plusieurs hypothèses qui sont énoncées. Il y en a qui pensent qu'ils s'en vont au Mexique. D'autres qui pensent que O.J. se dirige vers la tombe de son ex-femme. Donc, toutes les possibilités sont envisagées. Puis là, il y a un appel du 911 qui se fait. En fait, il y a un appel qui relie là, la voiture de O.J. aux policiers. Donc, c'est comme une espèce de négociation qui s'entame. O.J. encore là, dans des pensées suicidaires, se pointe un fusil à sa propre tête. Donc, vraiment, tout le monde a peur. Mais tu sais, encore une fois, vu que O.J. c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à la célébrité puis à sa personnalité, c'est quand même quelqu'un d'assez narcissique, là, je dirais. Vraiment, la police a réussi à calmer justement là, ces pensées intenses-là en lui disant il y a tant de personnes qui tiennent à toi, t'es vraiment quelqu'un d'important. Tu sais, il y a plein de monde qui te regarde là, à la TV. Mettre l'accent sur lui, exactement. Puis finalement, ça s'est résumé en lui qui se dirige vers sa maison à Rockingham. Et là, on voit là, des centaines de personnes, des fans d'O.J. Simpson qui sont là avec des pancartes puis dire on t'aime, on sait que t'es innocent. Fait que, c'est fou, hein? Justement, ça a boosté son estime de lui-même, exactement. Puis après ça, il s'est stationné chez lui. Ça a pris là, à peu près 3 heures avant qu'il sorte de la voiture parce qu'il voulait pas que justement les personnes dans la rue voient. Il a attendu qu'il fasse noir avant de sortir de la voiture puis se faire arrêter. Finalement, ça a vraiment été un long processus, mais pendant ce temps-là, tout était télévisé. Les hélicoptères, justement, qui projetaient les images. Tous les Américains étaient rivés sur leur télévision. Ça a vraiment été un moment historique. Il n'y a jamais une poursuite policière qui a été autant visionnée de l'histoire. Là. Non, c'est clair. C'est ça parce qu'à cause de la célébrité, tu sais, je veux dire, une personne normale n'attend pas 3 heures pour sortir. Les policiers vont aller le chercher. Là. Non, c'est ça exactement. Mais tu sais, il a pris la fuite, puis le timing aussi, tu sais, c'était un vendredi soir. C'est quasiment stagé, là. Tu sais, je veux dire, c'est filmé pendant 1h30. À un moment donné, tu le sais qu'il va se faire pogner, là. Tout le monde le voit, tu sais, il peut pas s'en aller, genre, mais. Exactement.
c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ouais, c'est vraiment marquant, là, parce que, tu sais, nous, en tout cas, moi, j'étais pas née, mais mes parents s'en rappellent encore, là, tu sais, c'est vraiment marquant, là. Ah, Mais ça ouais. devait, c'est sûr. Ouais. Donc, à ce temps qu'on a établi les bases un peu de qu'est-ce qui se passait autour, je pense qu'on peut aller dans le processus juridique un peu du procès. Oui. Donc, c'est qui les personnages, tu sais, les personnages clés? Si on en a parlé de quelques-uns, tu sais, il y a OJ, il y a sa femme, puis il y a son ami AG, puis il doit y avoir des policiers, tu sais, puis il doit y avoir des avocats peut-être aussi qui sont importants. Oui, c'est ça. Ben moi, je voulais plutôt mettre l'emphase là, justement sur les avocats. Donc, premièrement, ben, il y avait Marcia Clark, qui était la procureure de la défense, la procureure en fait de l'État dans cette situation-là. Donc déjà là, c'était quand même assez rare que c'est une femme qui prend le lead dans un aussi grand cas, un cas avec une grande célébrité en fait. Donc c'est elle qui représentait l'État dans le procès d'O.J. Simpson. C'était une femme qui était dans la quarantaine, plutôt jeune dans sa carrière, mais qui avait vraiment bâti une excellente réputation. Par le passé, là, elle avait gagné un cas où que la seule preuve, c'était une seule goutte de sang. Pour te donner une idée, là, c'était vraiment... elle connaît son domaine. Là. C'est ça, elle était vraiment très, très bien connue. Puis, en fait, ça était opposé à la Dream Team, qui est communément appelée comme ça. Ça, c'était l'équipe de O.J. Simpson, d'avocats. C'était composé notamment là, de Bob Shapiro, qui, lui, a été connu là, pour défendre de nombreuses célébrités. Lui, il signait des contrats, mais il n'a jamais vraiment plaidé en cours, notamment dans un cas de meurtre comme ça. Ça n'avait jamais été le cas pour lui. Puis il était plutôt vieux. Là, donc, il y avait Bob Shapiro, il y avait Robert Kardashian, comme j'ai mentionné tout à l'heure, là, qui est le père des Kardashian, et plusieurs autres avocats qui avaient vraiment là, une importante notoriété, puis qui étaient connus dans leur domaine. Là, il était excellent. Finalement, dans son équipe, celui qu'on ne s'attendait pas vraiment, mais qui a pris le dessus, puis c'est vraiment lui qui était à la tête de l'équipe, c'est Johnny Cochran, qui a vraiment, là, lui, depuis qu'il pratique le droit, c'est un activiste dans le Civil Rights Movement qu'on a parlé tout à l'heure. Ouais. Lui, en fait, il a commencé à pratiquer le droit au moment où les Afro-Américains ne pouvaient même pas le faire. Donc, c'était assez impressionnant. Là. Il se présentait en cour, puis il parlait à un homme blanc à côté de lui qui, lui, plaidait devant la cour. Il pouvait pas s'adresser lui-même devant le juge. Aïe, aïe. Fait que lui, tu sais, il a vraiment là, de la grosse expérience derrière lui. Tu sais, il a un grand bagage, puis il comprend là, les enjeux raciaux à cette époque-là. Donc, c'est lui qui a pris le dessus là, de l'équipe. Et c'est vraiment lui. Aujourd'hui, quand on tape, mettons, procès d'O.J. Simpson, avocat de la défense, c'est vraiment lui qui ressort parce que c'est vraiment... il a fait le brillant, en fait. Là, Puis c'est à cause de lui, vraiment, que O.J. Simpson a pu s'en tirer. Ah, c'est quand même drôle parce que tu dis qu'il a été défendeur des civil rights. Oui, mais vraiment... il défendait O.J. Simpson en même temps, qui n'était pas tant pour les civil rights. Exact. C'est vraiment à cause de Johnny Cochran et de son bagage que ce procès-là s'est reviré vers un procès là, axé sur les tensions raciales. OK, il a amené cet aspect-là là-dedans. Exactement, oui. OK, puis il a ignoré, c'est ça, comme tu disais tantôt, il a ignoré le fait qu'il était pas pour les civil rights, mais il a plus mis l'accent sur qu'il était un Afro-Américain. Là, un exemple de ça qui m'a vraiment frappé quand j'ai écouté le documentaire là, que je vais vous recommander plus tard, là, ça s'appelle O.J. Made in America. C'est un documentaire qui a été fait par TSN, donc la chaîne de sport. Mais il explique en fait dans ce documentaire-là que pendant le procès, ils ont amené le jury à la maison de O.J. Simpson pour différentes raisons, pour voir les lieux et tout. Mais justement, ça a été perçu comme un atout du côté de la défense parce qu'ils se sont préparés puis ils ont vraiment modifié essentiellement la maison d'O.J. Simpson en... Une autre affaire. C'est ça. Ils savaient que le jury s'en venait puis ils savaient que ça allait pouvoir changer la perception de la célébrité. Fait qu'ils ont tout changé sa maison. En fait, il y avait comme une grande cage d'escalier qui menait à l'étage supérieur. Puis c'était toutes des photos là, de O.J. Simpson avec des hommes blancs. Donc, O.J. Simpson avec Donald Trump, O.J. Simpson avec plein de grandes célébrités comme ça, tu sais, mais blanches. Le mur, c'était juste ça. Ils ont tout enlevé les photos. Ils ont mis des photos de lui quand il était jeune, avec son ex-femme qui était afro-américaine, avec tous des personnages afro-américains. Puis au-dessus là, de la cage d'escalier, là, en gros, ils ont mis la peinture de Ruby Bridges. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. c'est marquant là, comme peinture. C'est en fait une illustration de la première petite fille qui va afro-américaine qui va à l'école. Ah, OK. C'est vraiment là. Je pense que ça devait être important comme ça peinture. évoque un grand message là, pour la communauté afro-américaine. Fait que quand le jury a vu ça, en fait,
OK, wow, c'est quelqu'un qui tient vraiment à ses racines, justement, à ce niveau-là. Mais ouais, c'est juste pour changer l'image qu'ils ont fait ça. Mais ils sont allés jusqu'à changer sa maison là, pour montrer cette perception-là. C'est drôle, plus tu m'en parles, plus je me dis c'est sûr qu'il allait gagner O.J. Simpson, parce que on dirait que tout est arrangé depuis le début. C'est quasiment comme si c'était un film. Là. Genre, tu sais, la maison est arrangée, il y a la poursuite, là, il y a toutes les affaires avec les policiers, puis il y a la Dream Team. Là, avec le... Ouais. Tu sais, je veux dire, quand. Non, c'est fou, là. On voit pas ça tout le temps, là. Genre. Vraiment, comment ça peut arriver, là, tout ça, là. C'est vraiment à cause de la célébrité de O.J. Simpson. Là, que ça arrive, oui. C'est la célébrité, puis c'est ça le contexte racial, comme une addition des deux. Parce que, comme on va en parler tout à l'heure, là, au niveau de l'enquête, toutes les preuves mènent à ce que O.J. Simpson a commis les meurtres. Vraiment, là. Mais encore aujourd'hui, là, on ne pourra pas savoir qu'est-ce qu'il y en est vraiment, vu que O.J. Simpson est décédé en avril dernier. Donc, on ne pourra jamais savoir, malheureusement. Mais c'est ça. Ouais. C'est vraiment, là, d'un bord, on se dit, ben, tabarouette, c'est clair qu'il a été acquitté parce que, vraiment, à cause du contexte. Mais de l'autre côté, toutes les preuves montrent que c'est lui qui l'aurait fait, là. Fait que c'est vraiment... c'est ça qu'on voit. C'est fascinant comme histoire. Justement, comme on étudie le droit, puis après, on peut voir que, justement, le droit, ça doit être comme impartial. Il faut vraiment comme y aller avec la législation qui a été établie, la jurisprudence. Puis, c'est un peu touché. Même si tu te dis, ah, ben là, c'est sûr que c'est lui, c'est probable, mais faut que tu aies les preuves, faut que tu aies les lois qui l'appuient. C'est pour ça qu'il y a comme des fois une dichotomie entre la réalité et qu'est-ce que le droit va faire des fois, puis on voit que ça, c'est quand même un exemple flagrant de cet aspect-là du droit. Là. Exactement. Puis, tu sais, on voit là, justement dans le procès à quel point que Marcia Clark, c'est elle qui doit prouver essentiellement la culpabilité de O.J. Simpson. Elle s'est tellement battue à montrer là, toutes les preuves qui étaient flagrantes. Elle a amené des spécialistes en cours pour expliquer l'ADN, notamment, là, qu'est-ce que ça jouait, en fait, qu'est-ce que ça représentait. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait, mais finalement, c'est le contexte là, qui a remporté. Fait que vraiment... En tout cas, j'ai déjà hâte de continuer d'en parler après la pause. On est déjà rendu là. Ah oui, ça va vite parler du procès d'O.J. Simpson. C'est tellement surprenant tout ce qu'on parle. Donc, on va vous attendre après la pause pour pouvoir parler qu'est-ce qui s'est passé pendant le meurtre et tout le procès juridique. Donc, vous étiez a priori sur les ondes de chez 94.3. Donc, on est en train de parler du procès d'O.J. Simpson avec Caroline. Donc, on va reprendre. On parlait des personnages clés du processus juridique. Là, maintenant, on va parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé le jour du meurtre. Tu pourrais-tu nous en parler un peu plus en détail? Hein? Oui, certainement. Il y a quand même vraiment là, une chronologie qui est super importante en lien avec la journée des meurtres. Tout d'abord, à savoir que ça n'a pas vraiment pu servir de preuve en cours parce que malheureusement, il y avait des messages qui ont été supprimés entre-temps. Mais la journée des meurtres, le 12 juin 1994, la copine de O.J. Simpson l'a laissé le matin. Déjà là, c'est... Et donc, il y avait une autre femme dans l'histoire. Oui, c'est sa copine de l'époque, là, pendant le temps qu'il était divorcé. Là. En tout cas, c'est ça. Donc, elle l'a laissé par téléphone et donc, il a comme enregistré le message sur le téléphone cellulaire d'O.J. Simpson, mais par la suite, ils ont comme supprimé là, la preuve à cet égard. Mais c'est ça. Bon à savoir que déjà là, O.J. Simpson avait comme... il a été surpris là, le matin du 12 juin par cette rupture-là essentiellement. Donc, le 12 juin 1994, Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman ont été assassinés à la résidence de Nicole Brown Simpson. Donc, en soirée, aux alentours de 22h, selon les analyses. Ils ont été retrouvés par la voisine et le voisin de Nicole qui prenaient une marche avec leur chien, tout simplement. Et ils ont comme vu un autre chien arriver, par surprise, c'est qui jappait sans cesse, qui avait du sang sur ses pattes. OK, ouais. Ça s'avérait être le chien de Nicole et de ses enfants. Donc, ils sont comme rendus sur les lieux, puis ils ont vu Nicole qui était pratiquement, excusez-moi les détails, là, pratiquement décapitée. Ouf. Et plus loin, Ronald Goldman, là, qui était lui aussi, là, il avait été vraiment poignardé de nombreuses fois, puis qui était comme accroché sur une clôture. En tout cas. Donc, c'est vraiment là, assez graphique, mais ils ont vraiment été, c'est ça, poignardés les deux au couteau. Donc, en fait, Ronald Goldman, c'est pas quelqu'un qui a vraiment été tant connu là, c'était pas vraiment une célébrité, ni rien. C'était en fait un ami de Nicole Brown Simpson. Donc, en fait, pour reconstituer les faits,
le 12 juin, c'était un récital de danse de la fille de Nicole et de O.J. Donc, après ça, ils avaient comme planifié d'aller au restaurant. O.J. n'était pas invité du fait que c'était maintenant l'ex-mari. Donc, ils sont allés au restaurant avec les grands-parents, la petite famille proche et Nicole Brown Simpson. À ce moment-là, au restaurant, ils ne se sont pas rendus compte, mais la mère de Nicole a échappé ses lunettes, les a oubliées au restaurant. Donc, en soirée, vu que Ronald Goldman, qui était le serveur dans le restaurant, connaissait Nicole, il est allé lui porter les lunettes en question à son domicile. Et c'est là que il était là vraiment au mauvais moment, vraiment, malheureusement. Puis ça s'est passé justement les meurtres. Donc, c'était vraiment quelqu'un aussi, Ronald Goldman, de très, très jeune, avec le futur devant lui. C'était un aspirant mannequin qui était justement serveur dans un restaurant, qui planifiait s'en ouvrir un. Il avait seulement 25 ans. Donc, il est très, très jeune. Vraiment. Et c'est ça. Donc, ça, c'est la version pas mal, là. On voit ici dans les lunettes de Nicole Brown Simpson. Mais du côté à O.J., comme mentionné précédemment, il vient de se faire laisser par sa copine, qui, elle, s'est envolée là, pour aller rejoindre un autre gars. Elle s'est libérée de O.J. Simpson. C'est ça, exactement. Et lui, justement, il n'a pas été invité au restaurant. Déjà là, une certaine frustration qui s'est placée en lui, puis une certaine jalousie aussi. C'était quelqu'un qui était très jaloux, en général, là. Donc, en soirée, il décide d'aller souper avec son ami Kato Kaelin, qui était un acteur aussi à l'époque, qui habitait dans sa maison d'invité. Donc, ils sont allés au McDo ensemble. C'est ça, ils sont allés au McDo ensemble, prendre un burger et tout. Puis finalement, aux alentours de 23h30, Kato Kaelin a entendu comme quelqu'un cogner ou vraiment, là, sinon foncer dans quelque chose, mais derrière sa porte, derrière sa petite maison, en fait. Il a comme entendu un assez grand bruit. Il s'est dit, tabarouette, c'est quoi ça? Finalement, mais il s'est pas tant posé de questions. Donc, il entendait vraiment des bruits bizarres, comme quelqu'un qui cognait sur un mur, peu importe. Ça a comme passé. Puis, O.J. Simpson, lui, il s'est envolé là, pour Chicago, vu qu'il y avait un tournoi de golf le lendemain à 23h30. Donc, ici, on peut établir certaines lignes de temps. 22h, les meurtres ont été commis. 22h30, des bruits qui ont été entendus à la résidence d'O.J. Simpson. Et finalement, 23h30, il s'est envolé là, pour Chicago. Donc, entre-temps, puisque les voisins de Nicole l'ont découvert, le corps de Nicole et Ronald Goldman, la police est intervenue sur les lieux. Ils ont trouvé une quantité énorme de sang, évidemment, sur les lieux. Ils ont aussi trouvé un gant, chose qui est vraiment très importante. Le fameux gant. Exactement. Il était trop petit. Donc, ils ont retrouvé un gant sur les lieux, couvert de sang. Et puis là, ils se sont rendus compte, ils sont rentrés dans la maison de Nicole Brown Simpson et ils ont réalisé, tabarouette, c'est l'ex-femme de O.J. Simpson, de la célébrité du football. Donc, ils se sont dit, je pense qu'on devrait peut-être aller sur les lieux. Le policier en question, qui a décidé d'aller voir la résidence d'O.J. Simpson, c'est quelqu'un de très important dans l'histoire, un détective du nom de Mark Fuhrman. Donc, lui, il avait déjà été invité à un party de piscine, évidemment. Donc, il savait c'était où. Un autre. Donc, il a pu se rendre sur les lieux. Il arrive chez O.J. Simpson. La voiture, la Bronco, qu'on parlait tout à l'heure ensemble, stationnée, là, hyper croche. Quasiment, là, en plein milieu de la rue, là. C'est quelqu'un qui s'est garoché pour se parquer, clairement. Donc, c'était pas tant... c'était pas mal inhabituel, je dirais. Sur la voiture, ils ont trouvé des traces de sang. Donc, déjà là, ils se posaient des questions. Ils essayent de sonner parce qu'il y avait une barrière là, avant de rentrer dans la maison. OK. C'est dans la barrière, aucune réponse. Finalement, Mark Fuhrman, qui était à l'époque plutôt mince et athlétique, a réussi à grimper sur la clôture, se retrouver à l'autre bord de la maison et cogner à la porte. À ce moment-là, c'est la femme de ménage, je dirais, qui a ouvert la porte et on lui a demandé « Est-ce qu'O.J. est présent? » Elle a répondu « Non, il est parti prendre son vol pour Chicago. » Finalement, ils sont allés voir derrière la maison où il y avait les maisons d'invités là, que je mentionnais tout à l'heure. Ils sont allés cogner chez Kato Kaelin, demander justement si O.J. était présent. Ils disaient, je sais pas, je suis pas au courant. Ils disent, par contre, j'ai entendu des bruits particuliers il y a quelques temps. Donc, ils ont mené l'enquête. Et aussi, à savoir que Mark Fuhrman, en allant cogner chez Kato Kaelin, il s'est trouvé, là, il y a comme l'air climatisé. En tout cas, c'était comme
derrière la maison de Kelo et il y avait l'air climatisé, là. C'est comme un endroit assez restreint, je dirais. Il a trouvé un gaz similaire à celui qu'il a retrouvé chez Nicole. Donc, ils ont pris les deux preuves, ils ont comparé. Ils ont finalement conclu que c'était 2 gants qui formaient une paire essentiellement. Donc, déjà là, un lien assez important qui a été trouvé et qui, par la suite, a été mené en cours, là, qu'on connaît finalement. En fait, c'est pas mal ce qui a rendu le cas assez célèbre. Là. La fameuse phrase de Johnny Cochran, « If the glove doesn't fit, you must quit ». Donc, c'est pas mal... ça a vraiment été la preuve flagrante du cas. Mais finalement, c'est ça. C'est vraiment... ils ont interrogé toutes les personnes qui étaient à la maison d'OJ à ce moment-là. Puis, ils ont toutes les preuves ont été, comme le sang et tout, ils ont été analysées. Donc, le lendemain matin, ça, c'est en fait pendant la nuit qu'ils ont fait l'enquête essentiellement. Le lendemain matin, ils ont dit, là, on va appeler O.J. Simpson. La visite que son ex-femme est morte, malheureusement. Donc, ils ont appelé O.J., qui était à Chicago. Et bizarrement, il a répondu, ils ont dit, malheureusement, là, votre ex-conjointe, Nicole Brown Simpson, est décédée. Il a dit quelque chose comme, « Oh non, elle a été tuée. » Ou, mais quelqu'un qui sait pas vraiment la situation, s'attendrait pas à dire, « Ah, elle a été tuée. » OK, genre de même. Là, non, c'est ça. C'est peut-être qu'elle a fait un accident de voiture, on sait pas. Là. Mais en tout cas, déjà là, l'interaction a été assez particulière. Il a dit, O.J. a mentionné, il dit, « OK, je vais prendre le premier vol pour Los Angeles. Je vais répondre à toutes vos questions. » Fait que là, justement, il s'est rendu au centre de police. Là, c'est vraiment là que on se rend compte peut-être du pourquoi que O.J. Simpson a été acquitté, entre autres. C'est pas mal, je dirais, l'incompétence des détectives. Ouais, c'est assez fort comme mot, mais tu vas comprendre sous peu. C'est comme vraiment l'incompétence des policiers qui ont interrogé O.J. En fait, ils l'ont amené là, dans la pièce pour l'interroger, le questionner sur les faits. Ça a duré 30 minutes. Chose qui est vraiment anormalement... c'est très court, je dirais. Là. OK, d'habitude, c'est plus long. Exactement. Ça peut durer une journée complète. Vraiment, là. OK. C'est surtout quand c'est pour un meurtre. C'est assez important. C'est à ce moment-là, c'est le seul moment où ils peuvent interroger O.J. Simpson sans son avocat, puis qu'ils peuvent avoir toutes les réponses, puis qu'ils peuvent après ça amener ça en cours comme preuve contre lui. OK. C'est vraiment là, le gros du travail était là. Ça a duré, c'est ça, une demi-heure. Ils ont posé des questions. O.J. répondait très vaguement, mais au lieu de creuser davantage, il passait à autre chose. Fait que c'est vraiment, là, c'est flagrant, là, comment que le travail a été botché, je dirais, l'expression, là, parce que il y a aucune réponse qu'on a pu tirer de cette analyse-là, de cette intervention policière-là. Il n'y a rien qui a pu servir à Marcia Clark par la suite à prouver en cours qu'O.J. Simpson était coupable selon ses propos. Donc, puis déjà là, comme j'ai mentionné précédemment, ils ont trouvé du sang sur la Bronco, sur la porte. Puis habituellement, quand on ouvre une porte de voiture, c'est souvent avec la main gauche. On s'entend? Donc, puis le gant qu'ils ont trouvé à la maison de Nicole, je crois que c'est dans la main gauche ou peu importe. Donc, ça concordait. Et quand ils ont interrogé O.J. Simpson le lendemain, ils se sont rendus compte qu'il y avait une énorme coupe sur sa main gauche. Comme il était ouvert littéralement de la main. Donc, OK, par contre, c'était son sang qu'il pouvait avoir sur fort probablement. Bronco. Chose qu'on conclut, en fait, c'était le cas finalement, là, des analystes qui ont analysé l'ADN finalement, qui ont conclu que sur la scène de crime en soi, il y a du sang, évidemment, de Nicole Brown Simpson, de Ronald Goldman, mais aussi de O.J. Simpson. Et dans la Bronco, il y a du sang de O.J. Simpson et de Nicole Brown Simpson. Donc déjà là, ça en dit beaucoup sur la situation, mais donc il y avait une coupe sur sa main et les policiers ont pas vraiment creusé plus fort. Ils ont dit, comment tu t'es fait ça? Il dit, quand vous m'avez appelé, j'ai comme un peu viré fou, j'ai cassé un verre. OK. Mais là, après ça, quand on retourne en arrière, on se rend compte que dans sa maison à lui, à O.J., quand finalement, les policiers ont pu entrer dans son domicile, il y avait du sang à grandeur, comme une tralée de sang. Comme une traînée vraiment, là, c'était... Justement, il saignait beaucoup de la main. Hein. Oui, c'est ça, mais c'était quand même une grosse plaie, je dirais. Donc, mais... Fait que déjà là l'évidence, c'est ça, la preuve de sang qui a finalement été expliquée là, par des experts en ADN lors du procès. C'est pas mal là, le noyau qui aurait pu mener essentiellement à la culpabilité là, de
O.J. Simpson, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc aussi, là, ça me fait penser, on peut tout de suite, en fait, sauter là, peut-être plus aux détails de l'enquête. Là. Ouais, ben si tu veux en parler, c'est ça. Ben, Rentrer c'est ça. plus dans les détails. Là, à ce temps que les bases sont mises, je pense qu'on peut continuer à avancer. Exact, parfait. Donc, ben c'est ça. Donc, l'analyse qui a été faite de l'ADN en disait énormément sur qui pouvait être le coupable essentiellement. Et, mais déjà là, tu sais, l'aspect de l'ADN, c'est pas mal. À cette époque-là, c'était pas tant considéré comme une preuve valable en cours. C'est assez nouveau dans les preuves qu'on amenait là, justement au procès. Donc, ça n'a pas tant eu l'effet désiré, je dirais. Du fait notamment que le jury était composé de personnes pas mal là, mettons, c'était pas mettons, l'élite de la société. C'est des personnes, justement, qui avaient peut-être moins d'éducation un peu. Parce que quand ils vont vraiment recruter les jurés dans le cas d'un procès, ils vont dire le temps estimé. Donc là, ils ont dit, on prévoit que le procès va durer à peu près là, 6 mois. Donc, c'est un grand engagement. Là, on va se dire, un médecin, exemple, pourrait pas s'engager pour aussi longtemps. Donc, la plupart des personnes qui ont formé le jury étaient des individus qui étaient soit au chômage ou qui n'avaient pas vraiment des emplois, je dirais, mettons, importants aussi de première instance, là, comme exemple pour sauver des vies. Qui demandaient de l'éducation, dans le fond. Exactement. Là, genre, pour comprendre un peu comment l'ADN puis la recherche scientifique qui va avoir derrière, comment ça peut marcher. Il n'y avait pas les connaissances requises pour comprendre exactement ce que en plus, l'ADN c'était nouveau, apporter. comme tu dis. Fait que là, c'est sûr qu'il devait genre avoir plus de méfiance envers ça. Assurément. Donc, tu sais, justement, eux, leur accord était davantage posé sur la personne en soi et non les preuves vraiment, là, notamment scientifiques, qui étaient apportées. C'était plus sur la célébrité. À noter aussi que le jury était composé de 8 femmes afro-américaines. Fait que déjà là, comme qu'on parlait tout à l'heure ensemble, le contexte racial a eu le côté émotif. Vraiment été là, prépondérant. Là, c'est des femmes afro-américaines donc qui comprenaient cette position-là, justement, d'être persécutées là, par notamment la police. Donc, ça a vraiment là, joué à cet égard-là en faveur de l'acquittement d'O.J. Simpson. Le jury, dans le fond, il était biaisé. Oui, exactement. C'est ça qui est beaucoup reproché là, à ce procès-là. Malgré tout, il faut noter que ça a pris environ 3 mois à composer un jury. C'est quand même assez long, honnêtement, parce que, premièrement, c'était une personne qui était hyper célèbre. C'est un cas qui avait été médiatisé hautement. La bronchochise qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, tout le monde était au courant. Fait que, déjà là, les gens étaient un peu biaisés. Mais, le juge, comme il n'a pas le choix de faire à tous les cas, il dit « Vous devez agir de manière impartiale. » Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est encore arrangé, là, parce que d'habitude, un jury, déjà, tu me dis que c'est des personnes qui sont plus dans la basse société, mais ça représente pas la société. Un jury, c'est supposé représenter la société en général. C'est ça le principe du jury. Exactement. Parce que c'est la société qui va juger le crime, pas juste une série d'individus qui se ressemblent tous puis qui sont pareils. Ça défie toutes les règles, dans le fond, d'existence du jury. Dans le fond, ça vient tout... Exactement, oui. Ça enlève son sens. Là. Assurément. Vraiment, puis ça fait que ça a vraiment ça a eu vraiment un grand impact là, sur la décision rendue finalement là, par le jury essentiellement là. Ouais. Donc en lien avec ça, on pourrait peut-être passer directement là, aux détails du procès, chose qui nous intéresse particulièrement dans ce cas-là. Ça te va? Non, ça me va, écoute, là, tu prends le lead, moi je t'écoute. Parfait. Donc c'est ça, le procès au total a duré 9 mois. Il avait prévu 6 mois, donc ça a débordé un petit peu, je dirais, dû au nombre de témoins qui se sont présentés. C'est assez fulgurant, là. Il y a de mémoire là, environ 150 témoins qui ont été appelés à témoigner là, durant le procès, ce qui est énorme. Beaucoup, ouais. Ça exclut O.J. Simpson, par contre. Notons ça, là. Il n'a jamais parlé une fois pendant son procès. OK, donc fait que, ouais. c'est ça, il n'a pas témoigné pour lui, puis habituellement, il aurait dû le faire. Là. Ouais, ben c'est ça, c'était comme un choix qui était assez particulier, mais c'est ça qui a donné. Donc, ça a commencé, en fait, là, les procédures judiciaires ont commencé le 22 juin, où O.J. Simpson a été appelé à plaider soit non coupable ou coupable. Évidemment, il a plaidé non coupable.
Donc, le procès a par la suite débuté le 24 janvier 1995, suite à l'assemblage du jury qu'on parlait tantôt, justement. Après ça, ça a été décidé aussi que ça allait être un procès télévisé, donc ce qui était relativement rare à l'époque. Fait que c'était télévisé là, de tous les jours, du lundi au vendredi, tous les jours en fait qu'il y avait là, la séance qui se produisait, c'était télévisé, donc tout le monde pouvait regarder en temps réel ce qui se produisait en cours et baser leur opinion là-dessus. Donc évidemment, c'est sûr que ça a vraiment participé là, à la polarisation, je dirais, là, dans la société mais il y a sûrement beaucoup de monde qui ont écouté ça, comme le Bronco Chase, là, sûrement. Là. Exact, c'est vraiment ça. Beaucoup de commandes de pizza. Oui, c'est ça. Mais ça a vraiment séparé, en fait, deux populations. Ça a vraiment eu, malheureusement, comme effet de séparer la communauté blanche et la communauté afro-américaine de la Californie, mais aussi d'une bonne partie des États-Unis, vu que c'était pas juste en Californie là, que c'était diffusé. Donc, les procédures ont débuté en janvier avec toute l'enquête qui avait été finalement achevée. Puis, ils ont vraiment, là, dès le départ, ils ont joué la carte du contexte racial. Donc, c'était Johnny Cochran qui a fait je vais dire en anglais, le opening statement. Donc, il a vraiment parti le bal. Ça, c'est du bord de la défense et du bord, en fait, de l'État. C'est pas Marcia Clark qui a commencé, même si c'était elle qui était à la tête, mais c'est plutôt un autre avocat qui était plutôt jeune, lui, dans la trentaine, peu d'expérience, mais ils l'ont amené là, pour faire le opening statement du fait qu'il était noir. Donc, il était afro-américain. OK, c'est vraiment... Ils ont vraiment misé là-dessus à fond. Donc, ça s'est vraiment traduit dès les premiers jours du procès, essentiellement. C'est fou, parce que ça n'a même pas rapport avec les tensions raciales. Tu sais, ça a vraiment été amené... Non, c'est ça. C'est vraiment... dans le procès, de même. Exactement. Mais tu sais, c'est ça. Ils ont vraiment... c'est vraiment l'aspect racial qui a dominé dans ce procès-là. Tantôt, on parlait surtout là, du policier Mark Fuhrman. Lui, c'est quelqu'un aussi qui... c'est un individu que ça l'a pas vraiment aidé là, à prouver la culpabilité d'O.J. Simpson du fait que, en fait, Mark Fuhrman a été présent du début à la fin du cas d'O.J. Simpson. Et lui, en fait, il était connu comme étant un policier très raciste. OK. Donc, ouais. En fait, lui, il a témoigné. Puis il a dit, ben non, j'ai jamais dit, mettons, exemple, le N-word. Il dit, j'ai toujours été respectueux. Puis oui, j'ai intervenu sur les lieux d'O.J. Simpson, mais de manière juste et raisonnable. Jusqu'à là, ça a vraiment bien resté. Jusqu'au moment où, quelle coïncidence, l'auteur du livre que, justement, j'ai beaucoup utilisé comme source là, dans ce podcast-ci, donc Jeffrey Toobin, qui était un analyste juridique pour CNN à l'époque. Donc, il a écrit le livre là, suite au procès The Run of His Life, The People versus O.J. Simpson, qui a été par la suite adapté en série télévisée. En fait, lui, c'est un avocat et un analyste juridique. Il a fait des recherches, puis il a trouvé des preuves transcrites où Mark Fuhrman dit ouvertement le N-word et exprime des propos hyper racistes dans ses comptes rendus, dans ses rapports de police, en fait, qu'il a remplis dans les dernières années. Alors, Jeffrey Toobin a amené ça à Bob Shapiro, qui est un acteur important dans l'histoire, là, un des grands avocats pour O.J. Simpson. Il a dit, voici la preuve. Donc, ils ont pu montrer essentiellement en cours que Mark Fuhrman était un individu hyper raciste et que il y a une théorie qui a été amenée, qui était que Mark Fuhrman aurait peut-être planté le gant dans la maison d'O.J. Simpson. Et donc, c'est ça. Il aurait peut-être essayé là, de montrer que c'était O.J. Simpson qui avait commis les meurtres, alors que c'était aucunement le cas. Donc déjà là, ça a vraiment tourné dans la tête des jurés énormément. C'est ça. Donc, c'est quand que le policier pas mal à la tête de l'investigation, de l'enquête, là, je dirais, est raciste, ça en dit beaucoup sur le cas. Donc, non, c'est ça, c'est encore stagé, dans le fond. Puis là, ils ont inventé une histoire pour le jury. Puis vu qu'il était moins éduqué, mais c'est plus facile de faire croire des histoires. Ils ont misé là-dessus, exact. Fait que c'est tout arrangé dans l'avantage de O.J. qu'on se rend compte de ça. Encore une fois, ça fait genre 5 fois que je le dis, là, mais... Ouais, mais c'est ça exactement. C'est vraiment là... Puis ça me fait penser aussi, on peut aussi affirmer là-dedans que c'est comme si O.J. Simpson avait acheté son innocence en quelque sorte, parce que il a dépensé, de mémoire, là, il dépensait, si c'est pas à peu près là, 150 000 $ par semaine pour son équipe d'avocats.
Ouais, la Dream Team. Tu sais, Ouais. du fait que c'est un homme qui était hyper riche et influent, il a pu se permettre d'avoir accès aux meilleurs avocats Ben, qu'il n'y avait pas. Fait que de par là, il a vraiment pu, en quelque sorte, acheter son innocence parce que il y avait les meilleurs qui se battaient pour lui. Donc vraiment... Mais c'est ça, parce que vu que sa richesse était élevée, son coût de renonciation était assez bas. Les Biapris, vous allez comprendre un petit peu Petite l'économie. référence. J'aime ça, l'économie, j'aime ça d'en parler pour les Biapris, même si vous n'aimez pas ça. Mais donc, c'est ça, vraiment, là, c'était vraiment un amalgame de tout, mais finalement, l'attention s'est dirigée vraiment vers le contexte racial, comme on a mentionné à plusieurs reprises. C'est ça. Vraiment, Mark Fuhrman, là, ses propos l'ont trahi là-dedans. Et il témoigne justement là, dans le documentaire O.J. Made in America, que je mentionnais tout à l'heure. T'sais, il dit « J'ai appris de mes erreurs et tout, mais malheureusement, c'est vraiment ça qui a été retenu lors du procès. Puis ça servirait contre lui. » C'est comme s'il représentait en soi tous les corps policiers, mais c'était juste un individu en soi. Ils ont juste pris un gars pas rapport. Il y avait pas rapport dans l'histoire, lui. Là. Oui, ben, c'est lui, il était présent du début à la fin. T'sais, lui, il était là dès que les meurtres ont été commis jusqu'à la fin. Ok, il était sur la scène de crime. Exactement. Ben, ça, ouais. Mais ils l'ont vraiment associé à tous les restes. Donc, En fait, comme si, dans le fond, il avait modifié la scène de crime. Oui, pas mal. Ouais, c'est ça. Comme s'il avait pris un gant puis qu'il l'avait planté chez O.J. pour dire, comme, moi, je suis tannée de lui, là, il devrait aller en prison. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est fou parce que, tu sais, ils disent, là, ils mettent l'aspect racial, les tensions raciales, puis c'est que, ben là, les policiers sont méchants envers les Afro-Américains, puis tout. Pis... Ouais. Mais c'est drôle parce que pour la fois que c'était vraiment lui là, qui l'avait tué, puis qui était en tort, ben là, il a été acquitté. Mais pour les autres fois, parce que c'était tout le temps, genre, les policiers qui étaient en tort, mais non, ça c'était les policiers qui avaient raison, tu sais. Exactement. Puis ça, c'est pas mal l'argument qui est amené là, de la part des jurés, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle attention là, dans le documentaire, justement. Ils font témoigner quelques jurés. Ils disent pourquoi vous avez dit que O.J. était non responsable, tu sais, pourquoi. Puis la raison principale qui est amenée, c'est on voulait enfin une victoire pour le peuple afro-américain. C'est un peuple qui est tellement persécuté. Ben là, on sentait que c'était pas juste une victoire pour O.J., mais c'était une victoire pour la communauté en soi. C'est vraiment ça. Ouais. Une victoire qui était pas vraiment saine. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, mais... Parce que, tu sais, en soi, il y a une femme innocente qui a été tuée. Là. Il y a un homme totalement innocent qui était là au mauvais moment. Là. Mais ils n'auront jamais eu justice, finalement. Autre que, justement, là, en 96, la décision... en fait, ce litige-là a été amené dans un procès civil où O.J. Simpson a finalement été reconnu responsable des meurtres et il a dû verser une somme d'à peu près 30 millions de dollars aux familles de Nicole Brown et de OK, il y a un autre procès au civil par après avec d'autres preuves, sûrement, c'est ça? C'est pas mal les mêmes preuves qui ont été apportées, mais là, c'était devant un juge, simplement, et non devant un jury. Donc, devant un jury, pardon. Donc, OK. Fait que là, à ce moment-là, ça, j'étais pas au courant qu'il pouvait faire un autre procès avec les mêmes preuves. Ben, parce que là, en fait, c'était pas l'État contre O.J., c'était les familles contre O.J. Donc, c'était comme un différent procès, mais ouais. OK, intéressant à savoir, côté juridique américain. Vraiment. Donc, on est peut-être déjà à sa fin. J'aimerais ça que tu puisses nous parler. Ben là, t'as parlé du livre The Run of His Life. Oui, exactement. Y avait-tu d'autres sources que tu avais utilisées pour nous parler des films, des séries qui pourraient être intéressants à écouter pour en apprendre plus sur le sujet, qui pourrait être plus le fun? Parce que je sais que lire un livre qui doit genre 500 pages. Ouais, non, ça, c'est pas mal pour les fans. C'est ça peut être intéressant pour tout le monde. On n'a pas tout le temps non plus. Mais tu sais, justement, en lien avec ce livre-là, ça a été adapté là, par Hulu, donc Disney+, dans une série. C'est vraiment, là, je l'ai pas écouté à présent, mais apparemment que ça résume très, très bien le livre. Donc, si je pouvais vous le conseiller, je vous le recommanderais fortement. Sinon, c'est ça, il y avait le documentaire O.J. Made in America, fort pertinent. C'est quand même long, je dirais, là, mais ça fait vraiment un très beau portrait de, tout d'abord, qui est O.J. Simpson, pourquoi il est célèbre, pourquoi c'est un héros américain en soi, sa relation, puis après ça, le processus juridique entamé là, en lien avec les meurtres. Et finalement, je dirais mon chouchou, ça a été là, vraiment le podcast américain You're Wrong About par deux journalistes, Sarah Marshall et Michael Hobbs. C'est vraiment, en fait, c'est eux qui ont vraiment là, suscité ma curiosité pour ce
cas-là en particulier. Ils l'ont tellement bien expliqué, je trouve. Vraiment, là, encore aujourd'hui, je suis fan de ces journalistes-là parce qu'ils ont vraiment bien vulgarisé l'information. Donc, si je peux vous le recommander, c'est vraiment là, c'est pas mal une perle, je dirais. Ils ont fait environ 10 épisodes, mais ça s'écoute tellement bien, là. Je veux dire, quand on va à l'école, on prend l'autobus, on conduit, peu importe. C'est comme en ce moment, fascinant. quand vous écoutez le podcast, vous avez le c'est temps, ça. là. Vous irez écouter cet épisode-là tout de suite après, là, dans une minute. Là. Donc, c'était ça. C'était l'épisode sur le procès d'O.J. Simpson d'A priori. Donc, heureux de vous avoir diverti pendant ce temps. Heureux de t'avoir reçu, Caroline. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Donc, on se voit pour un prochain épisode sur les ondes de Chiz A priori. À bientôt.